Nous sommes en guerre. Le chef de l'État veut une économie de guerre. Une économie de guerre, voire d'armement. L'économie de guerre, c'est moins d'argent pour les services publics. Parler d'économie de guerre n'a pas de sens. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros. Des annonces de plus en plus folles, 800 milliards de dollars pour financer la défense européenne, l'épargne des Français mobilisée et un passage à une économie de guerre. Clairement, ce sont des mots qu'on commence à entendre, à réentendre. Ça fait déjà plusieurs années qu'on entend le terme guerre, en guerre contre, économie de guerre, sauf que ça s'accentue de plus en plus. Et c'est quelque chose que l'on voit concrètement, tous les jours, s'accélérer. Mais quelles sont les limites? Et quel est l'impact de cette économie de guerre sur la France, sur l'Europe, sur l'épargne, et voire même vos investissements? Concrètement, est-ce qu'il faut avoir peur? Et qu'est-ce que ça implique pour nous et l'économie de l'Europe? Malheureusement, on ne peut pas dire que c'est anodin. On voit de plus en plus ce terme économie de guerre qui revient systématiquement sur le devant de la scène. Et le champ lexical des discours devient de plus en plus guerrier autour de l'affrontement. Un coup c'est la maladie, un coup c'est la Russie, un coup ça peut être encore autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que ça aura un impact pour vous et moi, pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'est concrètement l'économie de guerre et comment on peut essayer d'éviter par la suite, parce que vous allez voir, ça a un impact drastique sur votre épargne et sur vos investissements. Il faut bien comprendre que c'est une étape parmi tant d'autres. Et oui, malheureusement, désolé de vous l'apprendre, l'économie de guerre n'est juste le chemin pour aller encore plus loin. L'intervention de l'État dans absolument tout. C'est le principe de l'économie de guerre, c'est de transformer l'économie d'un pays, libéral à la base, pour se diriger vers un effort de guerre. Ça veut dire un interventionnisme de plus en plus fréquent. Et généralement, quand on parle d'économie de guerre, on parle aussi de rationnement. Rationnement dans les denrées, surtout énergétiques. Comprenez bien que si on a besoin de produire des canons, il nous faut de l'énergie pour pouvoir produire ces canons, il nous faut de l'acier pour produire ces canons, il nous faut tous ces équipements, tous ces métiers, tout ce temps homme qui va être dirigé autour de cette économie de guerre, autour de cette volonté de production, cette volonté de défense, et donc ça sous-entend qu'il va avoir petit à petit une restriction, puis ensuite un rationnement. Quand on regarde en 1942, il y a eu la mise en place des rations tickets, ou encore les stamps. C'était à l'époque quelque chose qui permettait de limiter l'accès à certaines denrées. On avait l'essence, forcément, on avait aussi tout ce qui était consommation de fer, de métal et d'acier. Ensuite, on a eu les denrées alimentaires, comme la quantité de pain, qui était limitée à 275 grammes par jour. De viande, c'était 350 grammes par semaine, ce qui fait rien. Et le sucre, 500 grammes par mois. Et ça, c'est sans compter la difficulté d'obtenir certains produits. Parce que si on déplace l'énergie non plus à produire des denrées alimentaires, tourner vers la guerre et l'armement, ça sous-entend qu'il va avoir à un moment donné des pénuries. C'est quelque chose qui arrive dans un second temps dans la notion d'économie de guerre. Mais ce qui est le plus marquant pour moi, ça va être vraiment la partie contrôle des prix et des salaires pour éviter un marché noir et surtout éviter l'inflation. Vous imaginez bien que s'il y a forcément du rationnement et ici des difficultés à accéder à certaines denrées, il va forcément avoir une inflation et un marché noir qui va se mettre en place. Là-dessus, je vous rappelle ce qui s'est passé à la crise Covid où on a eu des difficultés à accéder à certaines denrées qui malheureusement mettaient plus de temps à arriver sur les rayons. Et là, c'était la ruée, voire même la surenchère sur les réseaux sociaux pour essayer d'avoir accès à certains de ces produits. Ou même encore plus récemment, quand on a eu les grèves dans les raffineries, on a eu des difficultés à accéder à de l'essence, donc de l'énergie, la capacité de pouvoir se mouvoir, de pouvoir se déplacer, et là on a vu des surenchères aussi pareil, un peu partout en France, des personnes qui remplissaient des bidons, qui remplissaient des bouteilles, et qui revendaient ça 4, 5, 10, 15 fois le prix au litre pour pouvoir faire de la marge de ce côté-là. Ça peut très bien arriver dans une économie de guerre. Mais si on va encore plus loin, parce que là vous allez me dire, ok, mais c'est un peu quand même dystopique, on est quand même très très loin. Oui, je suis d'accord, mais le premier point qui marque justement une économie de guerre, c'est l'appel à l'épargne des Français. L'appel à l'épargne à travers des financements, soit par emprunt, soit tapé directement à la source de l'épargne. Et là, je pense que vous commencez à comprendre. Et oui, pour moi, on n'est vraiment qu'au début. Les idées qu'on commence à retrouver actuellement, qui sont très tournées autour du financement de la défense, pour financer à travers des grosses sociétés qui ont pignon sur rue et remettre en place l'industrie
militaire française et européenne va se faire à travers deux choses. Un financement de 800 milliards de dollars, donc de la création de la dette, c'est-à-dire de la création monétaire. Retenez bien ça parce que je vais revenir derrière pour vous expliquer pourquoi ça c'est certainement le plus néfaste. Et deuxièmement, la ponction sur les emprunts. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en France aussi, par exemple dès la Première Guerre mondiale, les emprunts de la défense nationale étaient proposés à la population de façon large et très très large, avec comme mot d'ordre « Soyez patriotes ». Donner de l'argent à la patrie, en créant un lien fort justement entre l'effort de guerre nécessaire et l'épargne des ménages à l'époque. Donc comprenez bien que l'économie de guerre, c'est surtout le fait de réduire l'accès à tout ce qui peut être essentiel, concentrer toute l'énergie humaine et du capital vers une seule et unique chose, la défense du territoire. Donc ça sous-entend que tout sera mis en place pour pouvoir diriger tous les flux, qu'ils soient financiers, humain ou même idéologique vers une seule et unique chose, défendre la patrie. Et si vous regardez en pensant que c'est impossible, je vous invite à revoir en arrière. De revoir ces images drastiques de ce qui s'est passé lorsqu'on a eu le Covid, lorsque l'on était entièrement parqué chez soi, avec l'interdiction de sortir. On devait nous-mêmes faire un petit papier disant qu'on avait le droit de sortir tamponné par nous-mêmes. Où les rues étaient désertées, où l'impensable est devenu réalité, et à ce moment-là, je pense qu'il faut ouvrir les yeux en ne pensant pas que l'élargissement de l'économie de guerre n'est pas une première étape vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et je pense que vous commencez à voir le schéma de où ça nous mène, mais en attendant, on va aller encore plus loin. Et oui, parce que malheureusement, ça ne s'est pas terminé comme ça. Parce que là, on fait tourner la planche à billets. 800 milliards de dollars. Vous comprenez bien que c'est pas une somme qui sort des emprunts des Européens, non, c'est quelque chose qui va être prêté à chacun des pays, mais ce prêt, comme tout prêt actuellement, que ce soit à la Banque Centrale Européenne ou toute autre institution monétaire, c'est de la création monétaire qui sera entre guillemets détruite au moment où ce sera remboursé. Et là, ça veut dire que globalement, on imprime de l'argent. On imprime de l'inflation parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Cette inflation va être directement injectée dans les entreprises autour de l'armement, entreprises qui peuvent être européennes, mais pas que, et ça ressemble grandement à ce qu'on a pu faire dans la campagne de réarmement en 1937 jusqu'à 1939, où on avait une volonté d'injecter le plus de financement possible pour réarmer notamment la France à l'époque, et là ici c'est l'Europe, pour se préparer à une montée des conflits. Et je pense qu'on connaît l'insuite, que ce soit au niveau de l'impact, que ce soit au niveau de ce qui s'est passé. Je ne dis pas qu'on va arriver jusque-là, mais il faut bien comprendre l'impact que ça a, ne serait-ce que faire le premier pas, et jusqu'où on peut aller même très vite. Et du coup, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour le patrimoine des Français, et qu'est-ce qui s'est passé pour leur épargne aussi. Bon, on va pas se cacher que suite à l'impression monétaire, parce qu'il y a eu une impression monétaire énorme à ces époques-là, une inflation de plus de 50% sur plusieurs années d'affilée. La mort des bons au trésor avec taux fixe, ce qui est normal, parce que quand on prend un bon au trésor, par exemple français, avec un taux fixe qui était dans les alentours de 3%, 4%, et qu'on a une inflation de 50%, ça ne sert à rien. Malheureusement, l'épargne s'est fait détruire durant toute la phase d'économie de guerre et la phase de reconstruction. Et quand on regarde l'impression monétaire de 800 milliards de dollars, alors qu'on vient à peine de terminer une crise inflationniste, qui pour moi n'est quand même pas terminée, surtout en Europe, il est certain qu'il va falloir commencer à réfléchir à protéger son épargne et ses investissements. Parce que vous allez voir que même les investissements, c'était compliqué. Restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer les implications et comment potentiellement éviter d'être impacté par tout ça si jamais on va aussi loin. Mais si je vous disais que, à part l'inflation, il y avait encore pire. Et oui, à part l'inflation et tout ce que je vous ai expliqué, l'État peut aller encore plus loin. Il peut prendre des mesures directes sur l'épargne privée. Durant, par exemple, certaines périodes en 1945, il a été prévu de bloquer sur les comptes une partie des avoirs. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, 10 000 euros, et au-dessus de 10 000 euros, vous n'aviez pas le droit d'avoir ce montant. Et donc, vous étiez obligé de prêter cet argent à l'État sans taux d'intérêt. Et oui, ça veut dire que vous aviez un minimum syndical. Un prêt sans intérêt à l'État, ce qui a fait très très mal aux ménages et surtout a empêché la possibilité de pouvoir reconstituer une épargne qui, je rappelle, avait été ponctionnée durement durant les efforts de guerre. Et donc, pour moi, l'économie de guerre, c'est égal à un appauvrissement général des populations, et ça, il ne faut pas en douter. Si vous pensez que ça ne va pas avoir d'impact sur vous, vous ne comprenez pas la portée de ce terme, de ces termes, et même de ce discours que l'on a
de plus en plus fort au fur et à mesure que les années passent. Que ce soit l'argent qui perd sa valeur suite à l'inflation, les biens matériels qui peuvent être confisqués ou détruits ou encore utilisés de manière non productive, l'État peut intervenir de façon autoritaire dans les droits de propriété grâce principalement à l'économie de guerre. C'est quelque chose qui ouvre le champ des possibles et je vous vois venir, ça n'arrivera jamais, mais la réalité c'est qu'on ne pensait pas il y a 5 ans en arriver là, et pourtant nous y voilà. Et même pour vous rafraîchir la mémoire, en 2020, on nous a parlé d'état de guerre contre le virus du Covid en nous demandant des sacrifices. Et c'est un petit peu ce que l'on retrouve actuellement. Tout peut aller vite, très vite. Et donc il va falloir se préparer. Peu importe ce qui va se passer, il vaut mieux prévoir que guérir, et personnellement, je n'attendrai pas le dernier moment. Si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai dit, ça sous-entend qu'il faut éviter d'avoir des actions françaises ou européennes, parce qu'elles-mêmes peuvent être touchées directement par un conflit, ou même être potentiellement nationalisées, comme l'ont été certaines entreprises durant la Seconde Guerre mondiale. Éviter l'euro, parce que si la planche à billets tourne et continue à tourner à coût de 800 milliards de dollars, clairement, à un moment donné, il va y avoir une dégradation de la valeur de l'euro, et même plus de l'inflation grandissante, et qu'il faut éviter les bons au trésor, que ce soit européens ou français. Et petit point important à noter, l'ensemble des assurances-vie que vous avez actuellement possèdent de la dette européenne. Et donc ça risque de pas faire bon ménage si jamais il y a une saisie qui est effectuée ou une augmentation de l'inflation. Dernier point, il faut bien faire attention au contrôle d'échange et à la limitation monétaire. Vous l'avez entendu, ça s'est déjà produit, avoir une limite de l'argent que vous possédez, et vous ne pouvez pas posséder plus, sinon vous devez le donner à l'État. En tout cas, entre guillemets, lui prêter. Et avec l'arrivée de l'euro numérique qui est annoncé en grande pompe, on peut très vite penser que le contrôle monétaire va être très facile. Je pense qu'il va falloir préconiser plusieurs choses. Par exemple l'or et les métaux, c'est pas pour rien qu'on voit l'or éclater en ce moment, les devises étrangères fortes comme potentiellement le franc suisse, je dirais bien le dollar ou le yuan, mais il y a de l'instabilité politique en ce moment, le franc suisse, ça reste plutôt solide, des actifs étrangers idéalement en dehors de l'Union européenne, et il faudra aller plus loin en coupant ces lignes sur les actions qui peuvent être à un moment donné nationalisées. Parce que oui, si vous êtes actionnaire d'une société nationalisée, malheureusement, vous aurez absolument rien à part juste vos yeux pour pleurer. Et pour terminer, on peut même envisager d'aller sur des valeurs un petit peu plus exotiques, un peu plus risquées, mais qui ont une capacité à être non saisissables, comme par exemple le Bitcoin. Et donc il faut vraiment réfléchir à ne pas avoir peut-être trop d'épargne et investir en conséquence. Car comme toujours, il ne faut pas en faire trop, mais être bien en conscience de tout ce qui peut arriver. Parce que c'est le sujet de cette vidéo, ce n'est pas d'alarmer, c'est juste d'éduquer. Vous comprenez bien les risques qu'il peut y arriver, il faut les prévoir, et c'est le parcours de l'investisseur. Comprendre ce qui peut se cacher derrière des simples mots, et l'impact que ça peut avoir sur votre vie demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 5 ans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous.